Salut à toutes et à tous, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Dans le LTP, j'ai décidé de partir à la rencontre de toutes les personnalités qui constituent notre milieu. Organisateurs de courses, athlètes élites ou encore coureurs de milieu ou de fin de peloton, je souhaite, par le biais d'un entretien au format long, entrer dans l'intimité de mes invités au travers de leur histoire, de leur motivation et de leurs petits secrets. Mais avant tout, je souhaite faire de ce podcast un projet participatif. Donc pour agrandir la communauté, n'hésitez pas à parler du LTP autour de vous. Et surtout, et c'est ce qui est le plus important pour moi, courez vite sur la plateforme Apple Podcast pour noter avec 5 étoiles et y laisser un petit commentaire. C'est ce qui m'aide à remonter dans les classements. Et passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, je reçois les co-créateurs et co-animateurs du podcast Nakan, le podcast des sportifs connectés. Ils animent depuis avril 2019 une émission basée initialement sur la technologie et le sport. En effet, vous découvrirez comment le blog nakan.ch, spécialisé dans le test de matériel électronique depuis de nombreuses années déjà et faisant office de référence, est devenu un podcast co-animé. Nous évoquerons l'histoire de la création de ce projet au travers du regard de chacun de mes invités, mais nous parlerons également de leur historique sportif respectif, des divers projets qu'ils proposent en parallèle, comme le podcast Dans les vestiaires, leur vision de l'avenir du podcast francophone et de la relation entre trail running et outils technologiques. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse découvrir mes invités, Ermanno Dimicelli et Greg Chanez. Ce soir, je suis avec Ermanno Dimicelli et Grégory Chanez. Salut à tous les deux. Salut Nicolas, comment vas-tu ? Ça va très bien. J'espère que vous aussi, vous faites partie des deux... c'est la première fois que je reçois deux invités en même temps. Ça va être un exercice assez périlleux pour moi parce que j'ai pas l'habitude. Mais je voulais tout d'abord vous remercier d'avoir pu vous libérer avec ces emplois du temps plus que chargés en ce moment. Écoute, c'est un plaisir. Tu as de la chance parce que comme tu vas certainement le dire, on est podcasteurs nous aussi, donc on va pouvoir te donner des bonnes pistes avec du bon son et ça va te permettre de faire du bon montage pour tes auditeurs. Ça va être un régal. Ermanno et Greg, alors déjà, pour pas que ce soit trop le bazar, je vais procéder par ordre, un peu militaire. Ermanno, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Ouais, écoute, Ermanno, 40 ans, swimrunner, ancien triathlète, pas professionnel mais amateur, papa de 4 enfants et banquier à Luxembourg, de nationalité franco-italienne et je suis arrivé au Lux il y a 13 ans exactement. D'accord. Ça te va comme présentation ? Très bien, tu peux parler un petit peu de ton métier et ta partie podcasteur aussi ? Ouais, écoute, au niveau du métier, c'est très simple. Je travaille dans une banque française, je suis à la direction administrative et financière. Donc voilà, je m'amuse avec des tableaux à compter les sous des autres, souvent pas les miens, et puis à payer les factures aussi. Ça, c'est sur la partie pro. Et sur la partie loisirs, avec Greg, on a un podcast et moi, j'en produis d'autres à titre perso pour le plaisir et notamment un podcast qui s'appelle Dans les vestiaires, dont pour te faire le pitch très rapidement, l'objectif est de donner la parole aux grands noms du sport pour en savoir plus sur les mécanismes qu'ils mettent en place pour pouvoir financer leur carrière et vivre d'eux et par leur passion. On t'appelle le serial podcaster dans le milieu, je crois. C'est vrai ? Non, je viens de l'inventer, c'est pas vrai. Merci. On passe à Greg maintenant. Greg, est-ce que tu pourrais te présenter de la même manière qu'Ermanno, s'il te plaît ? Ouais, je vais essayer de faire aussi vite que ça. Donc, moi, je m'appelle Greg, donc je vis en Suisse. Je suis triathlète depuis bientôt 12 ans. Je continue, moi, à faire du triathlon et je m'adonne encore quelques fois à de l'Ironman. En dehors de ça, j'ai un métier dans l'informatique. Je me suis spécialisé plus récemment dans le marketing. Et puis, depuis à peu près le début que je fais du triathlon, peut-être un petit peu moins, peut-être que ça fait 10 ans maintenant, je tiens un site internet sur la technologie dans le sport et dans le triathlon en particulier, dans lequel j'analyse, je décortique un petit peu tout ce qui est connecté dans le sport d'endurance, des montres, des compteurs, des gadgets, des capteurs de puissance, enfin bref, tout un tas de trucs électroniques qu'un sportif d'endurance pourrait être amené à utiliser dans sa pratique du sport. Et même plus que ça, parce que tu as même testé une bouée, je me souviens, cet été. Ouais, parfois des trucs un tout petit peu qui sortent du scope, c'est vrai, ça m'arrive de temps en temps. De temps en temps, pourquoi pas une paire de chaussures, pourquoi pas une paire de roues pour le vélo, mais j'essaie quand même de me concentrer vraiment sur tout ce qui est gadget électronique et puis un peu technologique, en fait, qui correspond un petit peu à mon domaine d'expertise, quoi.
Alors effectivement, on va parler de ce sujet, mais plutôt à la fin de l'épisode, et c'est un peu pour ça que je vous connais initialement. J'ai acheté une montre de trail récemment, et je suis tombé sur le site internet de Nakan qui proposait un test hyper complet de... Alors je vais pas faire de pub, c'est la Polar X Grit. Je vous laisse vous rendre pour constater les tests qui sont faits en profondeur sur le site de Nakan, et donc c'est en particulier l'activité principale de toi, Greg, il me semble, hein, c'est ça, hein. Ouais, alors en dehors de mon travail, c'est vrai que c'est ce qui prend le plus de temps. C'est en dehors de l'entraînement aussi, hein, parce que bon, évidemment, quand on teste des montres, c'est bien joli d'être derrière un ordinateur puis d'écrire des trucs, mais moi, ma vraie ambition, c'est d'aller tester ça dans le terrain, de voir comment ça marche en réalité au poignet d'un sportif. C'est pas de lire un communiqué de presse ou un datasheet sur un site internet, mais c'est vraiment dans le terrain, dans la montagne, dans la forêt ou dans un lac, de voir comment ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne vraiment aussi bien que ce que nous vendent les fabricants? Et puis bah voilà, c'est un petit peu l'objectif de ces tests, c'est de voir comment ça fonctionne pour un triathlète moyen que je suis probablement. Alors j'ai vu notamment un test sur un capteur cardiaque où tu comparais la fiabilité d'un capteur cardiaque au niveau de la poitrine avec un capteur cardiaque au poignet. Donc c'est assez poussé comme test, hein. C'est pas des tests qu'on retrouve partout, hein. Non, mais effectivement, mais l'objectif c'est vraiment de savoir est-ce que on peut se fier aux données que ces appareils nous fournissent. Et puis ils disent que ils mesurent une fréquence cardiaque avec un capteur au poignet, mais est-ce que vraiment on peut se fier à ces données? C'est un test que je fais systématiquement, hein. Sur tous les modèles que je teste de montres qui ont un de ces capteurs-là, bah, je fais ce comparatif. D'autres comparatifs aussi avec l'altimètre, avec la précision de la trace GPS qui est un petit peu plus difficilement comparable au niveau objectif, mais que j'essaye de comparer à d'autres modèles qui fonctionnent peut-être mieux, peut-être moins bien, et puis de voir un petit peu les véritables performances que ces appareils peuvent nous apporter. Je pense que parfois certaines personnes, certains sportifs peuvent être surpris de voir à quel point il peut y avoir des différences entre certains modèles. C'est clair. Donc allez voir sur le site de Nakan, vous ne serez pas déçus. Je reviens vers toi, Hermano. On va parler un petit peu podcasting. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de ton historique avec le podcast et nous rentrer un petit peu plus dans le détail de ton podcast dans les vestiaires. Et après, on parlera avec Greg de Nakan. Ouais, bah écoute, mon historique de podcasteur, j'ai commencé en 2014. J'ai découvert le podcast au début de l'année 2014 par le plus grand des hasards en discutant avec un copain qui avait une boîte et qui allait faire une campagne de communication sur un podcast en particulier que Greg connaît peut-être qui s'appelle Niptech. Donc il y a une famille de podcasteurs suisses qui décortiquent la tech depuis, je sais pas, ça fait combien de temps Niptech? Ça doit faire 10 ans qu'ils existent. Et j'avais envie de parler du sport, de parler des valeurs que je partage dans le sport, de parler un peu de technologie dans le sport. Et je me suis dit que le meilleur moyen de le faire, comme je venais de découvrir le podcast, c'était peut-être en podcastant. Et donc, j'ai contacté la famille Niptech avec qui j'avais déjà quelques échanges. Et ils m'ont dit, écoute, quand tu veux. Donc, c'est comme ça qu'on a lancé le premier podcast qui s'appelait Nip Sport, où on parlait de valeurs sportives, d'objets connectés et puis un petit peu d'entraînement et où je recevais des athlètes. Et Nip Sport est devenu après Place au Sport et une petite pause pendant quelques années. Et puis en début 2019, comme toi, j'ai acheté une montre, j'ai cherché des infos sur cette montre et puis je suis tombé sur un site qui s'appelle nakan.ch et j'ai adoré ce qu'il y avait écrit dedans, la façon dont les tests étaient faits et j'ai contacté Greg pour savoir si déjà le féliciter, avoir un peu plus d'infos par rapport à l'article qu'il avait écrit. Puis à la fin de mon mail, j'ai marqué mais au fait le podcast ça te dirait pas parce que je suis sûr que ça pourrait être un super média pour toi. Et Greg m'a répondu en me disant j'y pensais mais je savais pas trop comment lancer le truc et comment pas faire de doublon avec le blog. Et voilà, en 15 jours, on a monté le podcast de Nakan, dont Greg va te parler maintenant. T'as vu la transition? Ça, c'est fantastique. Il y a rien à faire, en fait. J'aurais pu... Ouais, tu vois, entre nous, maintenant, après 2 saisons de podcasting, on est rodé, ça baigne dans l'huile, tout ça. C'est une belle mécanique, un petit peu comme les attaquants des grands clubs de foot qui se cherchent même plus, hein, ils savent qu'ils vont se trouver quand ils se font les magnifiques passes pour les plus beaux buts de l'année. On est un peu comme ça, Hermano. Ouais. C'est clair, c'est clair. Donc Greg, toi, parle-moi un peu de tes premiers pas dans le podcasting. Donc c'est en rapport avec Hermano qui t'a contacté. Toi, quelle était ta vision du podcasting quand tu as lancé Nakan? Quand vous avez lancé Nakan?
Tu vois, il y a plusieurs aspects. Quand tu es blogueur puis que tu écris derrière ton ordinateur, tu restes quand même dans un certain anonymat et puis tu es quand même dans le confort de pouvoir lire, écrire, modifier tout ton contenu avant de le publier. Et puis, bah voilà, c'est une certaine sécurité. Tu te dis, bon, bah, s'il me faut 10 jours pour écrire mon article, je l'écris sur 10 jours, puis après, je le mets en ligne. Et puis ensuite, bah, le blog a évolué hein, depuis 2008-2009 quand j'ai commencé. On a commencé à faire un petit peu de vidéo. Alors au début, bah, tu filmes des montres en faisant de la voix off, mais tu te montres pas vraiment. Donc voilà, c'était tout un processus qui a duré pendant plusieurs années entre les premières vidéos et maintenant, et puis d'oser se mettre face à la caméra, de commencer à être plus à l'aise. Enfin voilà, c'est vraiment un process qui prend un petit peu de temps, il faut s'habituer. Puis bon, je suis pas forcément ultra timide, mais je suis pas non plus quelqu'un qui suit de premier abord d'un naturel hyper enthousiaste et ouvert avec les gens. J'ai quand même un petit peu de timidité d'abord, et donc c'était un processus qui était un petit peu compliqué pour moi. Mais tu y pensais quand même Euh, dans un coin de ta tête? Pardon? Tu y pensais dans un coin de ta tête quand même ou pas? Oui. Quand on a le podcast en tant que média qui a vraiment commencé à devenir un média intéressant dans le monde francophone, je me suis dit que ça pouvait être un support ultra complémentaire à ce que je faisais sur le site. Et j'y pensais déjà depuis 1 année et demie quand Hermano m'a contacté, mais je ne savais pas exactement quel format lancer. Il y avait une certitude que j'avais, c'est que je n'allais pas me lancer là-dedans tout seul. Contrairement au blog, contrairement aux vidéos, pour moi, il fallait de l'interaction parce qu'écouter une personne qui parle pendant une demi-heure, 40 minutes, voire 1 heure, sans discontinuer, déjà pour la personne qui enregistre, c'est pas facile, et puis pour la personne qui écoute, c'est insupportable. Enfin, moi, j'avais cette vision-là. Donc, il fallait que je trouve quelqu'un qui co-anime le podcast. Donc j'avais déjà quelques idées de thématiques. Pour moi, le podcast, il est super complémentaire à un blog, parce qu'un blog, tu peux écrire un article qui va parler d'un certain sujet, d'une technologie, mais tu vas l'aborder dans des détails différents de ce que tu vas aborder dans un épisode de 40 minutes de podcast. Et mine de rien, dans un épisode de 40 minutes de podcast, tu fais passer beaucoup plus d'informations que dans un article, même long, parce que ben voilà, tu peux échanger, tu peux discuter, puis tu peux aussi aborder le truc sous un angle différent. Et pour moi, c'est vraiment très intéressant parce que c'est hyper complémentaire. Et puis ce que je me rends compte, c'est qu'au début, on partait sur un podcast qui était le nom du podcast au début, c'était le podcast des sportifs connectés, et on partait vraiment sur l'idée de parler beaucoup de technologie. Et en fait, à la fin de la première saison, et encore plus dans la deuxième saison, on se rend compte qu'on n'est pas tellement un podcast de sportifs connectés, on a un podcast de sportifs d'endurance, parce qu'on on aborde beaucoup de thématiques qui sont propres à l'entraînement, à la vie du sportif, à des domaines aussi qui sont à l'extérieur. Je trouve que c'est encore plus complémentaire au site, parce que plutôt que de répéter des tests que je fais sur le site, de parler de technologies que j'ai déjà abordées, eh ben on aborde des sujets différents sur l'entraînement, sur la psychologie, sur l'alimentation, enfin sur tout un tas de sujets que j'aurais jamais abordés sur le site, et ça, je trouve ça super intéressant. Pour remettre dans le contexte, Nakan, l'année de création 2019, c'est ça? Avril 2019, le Avril premier épisode. 2019. Ouais, le podcast, ouais. On dit souvent que le podcast, c'est le nouveau blog. Qu'est-ce que vous en pensez de cet aspect-là? Ah, je peux répondre si tu veux. Vas-y. Moi, je dirais que non, en fait. Il y a vraiment Greg qui tient le site, le blog nakan.ch, où, comme il l'expliquait, il a des tests très pointus. À chaque fois qu'il y a un nouveau produit, un nouvel article qui sort, il l'étudie en long, en large, en travers, et voire même des fois, il trépigne de pouvoir publier les articles avant la levée de l'embargo pour les produits qu'il a déjà eu la chance de tester. D'un autre côté, le podcast, déjà, on est tous les deux. C'est notre bébé à tous les deux, mais c'est pas mon bébé à moi, enfin c'est pas le bébé de Greg comme son site, le site c'est vraiment Greg, et le podcast, comme Greg disait, on aborde des thématiques plus larges, et on a beaucoup plus d'interaction. Alors, je dis pas que Greg n'a pas d'interaction avec ses lecteurs, au contraire, mais par contre, ça nous permet d'avoir aussi des interactions avec nos auditeurs et de pouvoir réagir dans les épisodes d'après sur les questions qui nous ont été posées, voire même d'en créer des nouvelles thématiques, et puis d'avoir des invités parfois récurrents comme le doc Denis Boucher qu'on a très souvent parce que nos auditeurs aiment et nous, on adore travailler avec lui, enregistrer des épisodes avec lui. Je suis d'accord, comme le disait Greg tout à l'heure, c'est un complément en fait. C'est un complément au projet. C'est chouette parce que l'interaction n'est pas la même, la façon de faire passer les idées n'est pas la même non plus. C'est peut-être plus technique au niveau du blog et peut-être plus dans l'émotionnel au niveau du podcast, non? Peut-être?
Ouais. Ouais, moi je pense que c'est vraiment... moi j'aborde ces deux médias de manière totalement différente, c'est-à-dire que je vais effectivement être beaucoup plus technique, entre guillemets beaucoup plus froid hein, dans un test de matériel sur mon site que d'avoir une interprétation personnelle des choses, une vision personnelle des choses quand je vais enregistrer des épisodes avec Hermano et un invité. On sera des fois d'accord, on sera des fois un petit peu en contradiction, en tout cas voilà, gentiment, mais ça argumente aussi au niveau du débat et je pense que c'est intéressant. Une montre, je veux dire, c'est facile. Elle affiche une information, l'information, elle est exacte ou pas. Et puis c'est binaire, voilà, c'est technique. C'est une partie aussi de mon job que j'adore, hein, cette partie très scientifique, très technique. Mais on se rend compte que le sport, on est des humains, on n'est pas des machines. Et puis tout le monde aborde le sport de manière générale, hein, complètement différemment, sous des angles différents, avec des philosophies différentes. Et puis voilà, je pense qu'à s'ouvrir à la vision sportive de certaines autres personnes, bah, ça peut aussi enrichir le sportif que je suis. Et depuis le début de la création du podcast de Nakan, moi j'ai changé pas mal de choses aussi dans mes habitudes d'entraînement, dans ma façon de voir les choses au niveau sportif, parce qu'on a des invités qui sont venus nous expliquer leur vision des choses, auxquelles parfois j'ai adhéré, parfois pas du tout. Et puis ben voilà, c'est le cheminement de la vie, mais je pense que voilà, j'ai plus reçu d'informations et plus évolué dans ma pratique de sportif en 2 ans et demi de podcast qu'en 10 ans de blog. Vous n'êtes pas tous les deux, il me semble, si je dis pas de bêtises, alors je vais peut-être dire une grosse saucisse, mais vous habitez pas en France aujourd'hui. Et comment vous positionnez en termes d'auditorat? Vous sentez que c'est plus axé dans vos propres pays respectifs ou vous sentez que le podcast atteint aussi la population française? Ouais, clairement, alors on n'a pas des chiffres très fiables parce que notre hébergeur donne pas des gros détails sur les chiffres, mais moi j'ai l'impression que c'est 70% de l'auditorat qui est français, avec une bonne partie qui est du côté est, pas très loin de la Suisse. Je dirais il y a 39% qui est suisse et puis 1% au Luxembourg. Ça doit être mon épouse, ma fille et mon fils, quoi. Moi, je dirais plus philosophiquement que, à la limite, je m'en fous parce que qu'on soit en France, en Suisse, en Belgique, au Canada, voilà, je pense que c'est des francophones qui nous écoutent parce que sinon c'est plus compliqué. Il y a cette barrière de la langue, mais sinon, la question était justement pour te faire réagir, pour faire dire que le podcast c'est worldwide, enfin tout du moins dans la francophonie. Ouais, mais voilà. Qu'on s'intéresse au sport d'endurance, qu'on habite en France, au Luxembourg, qu'on soit originaire du Canada ou de Belgique, je pense que chaque sportif d'endurance qui comprend le français peut trouver quelque chose d'intéressant dans notre podcast. Et puis, peu importe la nationalité des podcasteurs qui sont derrière, quoi. Enfin, forcément, ça va avoir des petites incidences. Hermano, souvent, il rigole parce que moi, j'aime mes terminologies de français de Suisse romande. Et Quand puis, vous utilisez 90 ou 70, c'est compliqué aussi. Ouais, mais voilà. Et puis il y a certains termes ou certaines expressions qui sont apparemment pas forcément courantes dans certaines régions de France que j'utilise très régulièrement. Alors Hermano me reprend parfois, mais je pense pas que ça enlève la compréhension. Quand je dis que la fréquence cardiaque elle est à 85%, je pense que la plupart des gens comprennent de quoi je parle. Tout à fait, tout à fait. Hermano, est-ce que tu... Vas-y, je t'en prie. Non, j'allais dire quand je le reprends, c'est juste pour le taquiner, pour mettre un petit peu d'ambiance dans le podcast et je pense que ça aussi nos auditeurs apprécient. Je te confirme. Est-ce qu'on peut passer sur les vestiaires, ton podcast perso, l'idée, enfin le moment de la création et puis l'évolution depuis sa création? L'aventure dans les vestiaires, elle a commencé pas très longtemps après le début de Nakan parce que en fait, courant 2019, j'ai proposé à Greg de co-animer avec moi un podcast à l'effigie, à l'honneur d'une athlète qui était dans la famille de mon épouse et qui se préparait pour le marathon olympique de Tokyo. Et son problème était que elle avait du mal à lever des fonds pour pouvoir payer ses déplacements, pour pouvoir aller sur les compétitions et donc se qualifier. Et alors je connaissais les difficultés que rencontraient les sportifs et les sportifs de haut niveau, mais en plus là, j'étais vraiment touché par le fait que ça touchait quelqu'un de ma famille. Et en discutant avec Greg, avec l'entraîneur de la cousine de mon épouse qui s'appelle Fanza, avec aussi Bart du podcast Extractarien, et je me suis dit tiens, ce serait pas mal de donner la voix à ces gens-là. Et c'est comme ça qu'est née l'histoire du podcast dans les vestiaires. Et puis comme pour Nakan, il a fallu
3 semaines pour réfléchir un peu plus à l'idée, coucher ça sur un petit bout de papier, faire un semblant de site, créer un compte sur encore l'hébergeur, inviter 2-3 personnes, avoir des retours positifs, enregistrer les premiers épisodes. Et puis voilà, le premier épisode est sorti au tout début de l'année 2020. Donc là, on fête presque la première année du podcast dans les vestiaires. Chouette. Qu'est-ce que ça vous apporte qu'est-ce que vous retenez en premier dans l'aventure podcast aujourd'hui? Toi d'abord, Greg. Les échanges avec nos invités, alors moi c'est vraiment ce qui m'a apporté le plus. Je veux dire, un épisode sur deux dans notre podcast de Nakan, on échange entre nous avec Hermano. Et ça ressemble un petit peu à ce que je fais sur le site internet. C'est-à-dire que moi j'apprends des trucs continuellement sur le sport et puis je propose des thématiques desquelles on pourrait parler quand on fait des épisodes tous les deux. Et puis là, c'est plus un partage de connaissances avec les gens. Par contre, quand on reçoit un invité et qu'on échange sur le sujet, c'est pas forcément des domaines dans lesquels je suis hyper calé, où j'ai de grandes connaissances. Et souvent, j'apprends plein de trucs avec nos invités. Alors, on a des invités très différents, donc déjà ça, c'est très intéressant. On a des gens qui viennent et qui nous imposent leur vérité. Je pense que Hermano saura que là, je parle de notre consultant suprême, Denis Boucher. Ça se voit pas, mais Hermano rigole. Il a son style très particulier, et puis quand il dit quelque chose, il en est certain. Et puis, voilà, certains auditeurs nous ont dit qu'ils aimaient le style ou ils aimaient moins. Enfin, voilà, nous, on trouve que c'est un bon moyen de communiquer parce que à rentrer comme ça dans le vif du sujet, au moins il n'y a pas de tergiversation. Lui dit ce qu'il pense, il en est convaincu, après à chacun de se faire son idée par rapport à ça. Et puis on a d'autres invités qui viennent proposer des idées qui sont peut-être un petit peu moins à vouloir les imposer, ou en tout cas à vouloir créer une espèce de débat un petit peu plus animé par rapport à ça, mais qui nous ont aussi apporté de grandes informations utiles et qui, moi, m'ont un petit peu permis de progresser aussi au niveau du sport, de ma pratique de l'entraînement et puis de ma vision un peu du sport d'endurance. Et quand on discute avec des passionnés comme Mike Aigro ou comme Pierre Morat, nous parler de trail, nous parler de technique de sport, c'est vrai que voilà, je trouve que ça a vraiment une plus-value par rapport à notre pratique et puis surtout au partage de connaissances qu'on peut proposer à nos auditeurs. En fait, le podcast, c'est un média d'égoïste, j'ai l'impression. Tu partages, mais le premier qui apprend, c'est toi, quoi. Ah oui, mais je pense pas que c'est égoïste. Je pense que parce que tu pourrais aussi discuter avec ces gens-là sans enregistrer et Absolument. sans partager ça avec les gens. Mais je pense que non, c'est pas. Je pense pas que c'est égoïste, mais je pense qu'effectivement, on est les premiers à en profiter. Mhm. Hermano, toi de ton côté, si tu devais ressortir un élément de l'aventure podcast jusqu'à aujourd'hui. Déjà, pour compléter ce que dit Greg, moi je dirais qu'effectivement, c'est pas si égoïste que ça parce qu'on parle avec des gens splendides et on le partage avec les autres. Mais surtout, l'aventure podcast nous permet de parler avec ces gens-là. Ce qui est une chose qu'on ne pourrait pas forcément faire au quotidien. Enfin, je veux dire, Greg, il a un carnet d'adresses grand comme ça, mais tu vois, moi, des gens que je reçois sur le podcast dans les vestiaires, j'ai reçu des grands champions, je sais pas, par exemple, un Pierre Frolat qui est 4 fois champion du monde d'apnée, recordman d'apnée, un Arthur Guérin-Boéry avec qui maintenant on échange une fois ou deux par semaine, avec une quintuple championne du monde de karaté qui est Alexandra Rakia. Tout ça, c'est des gens auxquels le commun des mortels n'a pas forcément accès pour échanger régulièrement. Et ce sont des grandes leçons de vie. Alors là, je te parle plus du podcast dans les vestiaires, parce que Greg a déjà beaucoup parlé du podcast de Nakan et je valide à 100% ce qu'il dit. Mais en tout cas, sur le podcast dans les vestiaires, ce sont des grandes leçons de vie. Tout ce que ces grands sportifs, ces grands explorateurs, ces grands artistes me disent et partagent avec mes auditeurs m'apprennent beaucoup de choses. Et comme l'a dit Greg, dans le podcast de Nakan, ça nous a aussi parfois permis de modifier notre pratique du sport. Et moi, ça m'a aussi fait réfléchir sur pas mal de choses. Même si j'ai qu'1 an de podcast sur le podcast dans les vestiaires, j'ai appris beaucoup de choses sur le point de vue, sur la résilience, sur le fait de rien lâcher, de toujours continuer, d'avoir un objectif et de s'y tenir, mais toujours en essayant de respecter certaines limites et de ne pas aller au casse-pipe, à la blessure. On va terminer la partie podcasting. Hermano, je fais appel à toi.
Alors nous faisons partie tous les deux de l'aventure ou du collectif Podcast Maker. Grégory, toi tu n'y fais pas partie, tu n'en fais pas partie. Apparemment, on t'a sollicité à plusieurs reprises, mais au niveau timing c'est compliqué. Écoute, Ça va pas passer pour la frontière l'instant, suisse. le podcast de Nakan est représenté par Hermano dans ce collectif. C'est vrai que moi, j'ai des journées qui sont extraordinairement remplies entre l'entraînement, le blog, la partie podcast, que j'adorerais faire partie de communautés de blogueurs, de podcasteurs, etc. Mais pour l'instant, j'ai vraiment pas la possibilité de libérer du temps pour faire ce genre de Non, choses. non, mais c'était pas une question pour te mettre mal à l'aise du tout, hein. C'était juste Ah non, du tout, mais... pour parler de Podcast Maker. Hermano, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept de Podcast Maker? Oula, j'espère que Raph va pas écouter parce que sinon, si je dis des bêtises, il va me taper Alors dessus. déjà, qui est Raph? Alors Raph, c'est le fondateur de la communauté Podcast Maker. Je crois que elle est toute récente, elle a à peine un an aussi. Ouais. Et l'idée, c'était de regrouper des créateurs, des producteurs de podcasts francophones qui produisent pas forcément des podcasts en français. Mais en tout cas, les gens qui sont derrière le micro, eux, sont français, dans un objectif très simple d'entraide entre nous, d'entraide au sens large, c'est-à-dire pas uniquement pour aller se mettre mutuellement des revues sur nos différents podcasts et puis échanger des notes 5 étoiles et autres, mais aussi quand quelqu'un est bloqué, quand quelqu'un a une question sur la partie, je sais pas, monétisation, sur une partie enregistrement, sur une partie montage, sur une partie recherche d'invités et autres, eh bien la communauté des podcast makers se met en branle et on se file mutuellement des coups de main. Et moi, j'apprécie beaucoup parce que je trouve que c'est une communauté très bienveillante. J'ai des journées aussi assez chargées, donc des fois, j'ai du mal à répondre au tac, mais il y a il y a vraiment des moments très sympas. Et puis en plus, Raph est quelqu'un de, je sais pas comment il fait pour trouver autant de temps, mais il anime très bien cette communauté. Il est très régulièrement en train de nous solliciter, de nous proposer de façon très altruiste des rencontres avec des gens de l'univers du podcast, mais pas que. Et puis des bons tuyaux, des bons plans. Enfin, vraiment. Si tu es un podcasteur et que tu nous écoutes, rejoins la communauté Podcast Makers. C'est clair. Tu disais que la communauté était bienveillante et elle est à l'image de Raph Grieco, hein, qui est le fondateur de cette communauté. Et effectivement, le travail qui est fait tout au long de l'année pour donner des informations, pour donner du soutien. Je crois qu'on est un peu plus d'une centaine aujourd'hui dans cette communauté-là. Et j'en profite pour le remercier de tout le travail qu'il fait et puis pour saluer tous les podcast makers qui nous écoutent. Greg, on va passer un peu sur la partie sport de ton côté. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton historique sportif? Tu disais tout à l'heure que tu étais triathlète. Aujourd'hui, tu en es où? Et voilà, déjà repartir depuis la base au niveau sport. Alors écoute, moi j'aime dire que je suis l'exemple type que n'importe qui peut se mettre au sport d'endurance et au triathlon et finir un Ironman dans sa vie parce que jusque en 2008, j'étais un sédentaire fumeur, je fumais un paquet de cigarettes par jour, je m'intéressais plus ou moins à sortir de temps en temps, faire une promenade de 15 km à vélo et puis c'est tout. Et voilà, je ne sais pas exactement te dire qu'est-ce qui a été le déclencheur exact de pourquoi j'ai décidé de me mettre à faire plus de sport, mais un jour j'ai décidé de prolonger un petit peu ma sortie de vélo et puis de se prolonger encore plus et puis encore plus et puis l'hiver venu je me suis dit bon là je peux plus tellement faire de vélo dehors donc je suis allé courir pour essayer de me maintenir en forme et puis pendant une année et demie j'ai fait ça, du vélo, de la course à pied, je fumais un petit peu moins et puis tout à coup je suis tombé nez à nez avec le triathlon de Lausanne en bas de chez moi et puis je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, j'ai analysé un petit peu et puis je me suis dit bon là c'est le défi de ma vie, je vais me lancer dans un triathlon de distance courte l'année prochaine, donc c'était le gros challenge et puis je me suis mis à compléter encore ma pratique sportive avec de la natation et voilà, j'ai mordu dans le triathlon à ce moment-là, c'était en 2008 et puis après j'ai toujours visé un petit peu plus haut dans le triathlon, après le mini j'ai visé la distance olympique, après j'ai visé le demi-Ironman et puis après je me suis dit bon voilà, maintenant il va falloir y aller, il va falloir aller sur cet Ironman et en 2012 j'ai terminé mon premier Ironman aux îles Canaries sur l'île de Lanzarote et puis depuis je pratique régulièrement des demi ou des Ironman et puis voilà, j'arrive à un niveau où je me dis bon j'ai complètement arrêté de fumer, je me suis mis un gros coup de pied au derrière il y a 10 ans puis maintenant je suis content d'être là où je suis. Chouette.
Donc Ironman, c'est pas rien. Tu en fais régulièrement des Ironman ou c'est exceptionnel? Non, ça reste quand même exceptionnel. Ça reste quand même une course qui est super exigeante, qui demande une préparation de fou, et puis où t'as pas le droit de te rater. C'est-à-dire que si tu fais du 10 ou du 20 km en course à pied, puis que tu te prépares pour ça, et puis que tu as une course qui foire au mois de mars, tu dis bon bah c'est pas grave, je reprends un peu l'entraînement, puis j'en refais une au mois d'avril. L'Ironman c'est beaucoup plus compliqué, hein. On se prépare pendant plusieurs mois. C'est des préparations qui durent une vingtaine de semaines, parfois même une trentaine de semaines pour être prêt spécifiquement pour une course. On n'a pas l'occasion d'en faire des dizaines dans l'année parce que la récupération est très longue. Donc le jour de la course, il faut qu'il y ait tout qui aille bien parce que sinon bah, tu repousses tout d'une année. Donc c'est vrai que voilà, c'est un petit peu particulier. Et puis, du coup, j'en ai fait 3 jusqu'à maintenant. Je devais finir mon 4e cet été en 2020. Mais bon, vu les conditions, on a vu ce que ça donne. C'est repoussé à l'année prochaine. J'espère que là, il pourra avoir lieu. Donc voilà, j'en ai fait un en 2012, un en 2016. Et puis entre deux, j'ai fait Zurich en 2014. Donc voilà, ça fait 3. Et puis, j'attends pour finir mon 4e. Pour ceux qui savent pas, parce que dans la communauté du Let's Trail Podcast, il n'y a pas forcément des triathlètes, tu peux préciser les distances sur l'Ironman? Ouais, l'Ironman, donc 3,8 km de natation, suivi de 180 km de vélo, et puis un marathon, donc 42 km en course à pied. D'accord, très bien. Merci. Facile, Greg. hein, facile. Facile. Ouais, facile. Hermano, de ton côté, le parcours sportif. Écoute, j'en parlais justement hier avec notre grand consultant suprême, le docteur Denis Boucher. Moi, j'ai toujours été plutôt un gros dodu, comme il aime appeler certains de ses auditeurs. Tu sais, les enfants qui aiment bien profiter de la vie, qui aiment bien manger, qui aiment bien le sucre et tout ça. Et j'ai fait un peu de judo quand j'étais gamin parce que bah, mon père a fait beaucoup de judo quand il était jeune et puis ça lui faisait plaisir. Et puis tu sais, c'est l'idéalisation de l'image du père. Donc je me suis dit que j'allais faire du judo. Ça a vite tourné au judo garderie, tu sais, là où les parents te déposent et puis tu y vas parce que le mercredi après-midi en France, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire qu'aller faire du sport ou de la musique. Bon, je faisais de la musique aussi, mais c'était pas la musique garderie pour le coup. Et puis un jour, j'étais à la piscine avec un copain en mode vraiment loisir, détente. On savait pas nager plus de 100 mètres. Et il m'a dit, tiens, regarde, il y a une affiche. Oui, parce que je te parle d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, hein. Il y avait des affiches collées dans la piscine. Maintenant, tout c'est sur Internet et tout, mais à l'époque, on n'avait même pas encore Internet. Et il me dit, tiens, regarde, il y a une affiche, il y a un triathlon. Je savais pas ce que c'était, j'avais 16 ans. Et puis, comme Greg, j'ai mordu dedans. J'ai commencé avec un sprint. Donc, le sprint, c'est... à l'époque, c'était celui que j'ai fait, c'est 500 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. J'ai franchi la ligne, je sais pas comment, mais je pleurais comme pas possible, j'en pouvais plus. Je me suis dit, allez, je remets ça. Et puis, et voilà. Donc, après, je me suis mis à rêver d'Ironman. Je suis jamais monté sur la distance Ironman parce que j'ai eu des petits soucis de santé qui m'ont obligé à déclarer forfait une semaine avant la course. Après 10 ans, entre guillemets, de traversée du désert avec des problèmes de vue et autres, et une reprise du sport vraiment sérieusement il y a 3 ans, qui s'est conclue 3 semaines après par une fracture de la clavicule. Donc re-arrêt. Et puis et voilà, j'ai repris il y a pas longtemps à nouveau une 3e fracture de la clavicule. Et maintenant j'arrête le triathlon, j'arrête le vélo, c'est trop dangereux pour moi. Et c'est pas encore autorisé de faire de la compétition avec des petites roulettes. Donc je vais juste me mettre au swimrun maintenant. La fracture de la clavicule, je sais très bien de quoi tu parles, j'en ai eu une, en multiples morceaux, donc je vois très bien. Donc toi, tu en as eu 2. J'en ai eu 3, moi. 3 sur la même clavicule? Ouais, 3 sur la même clavicule. D'accord, donc elle est rodée, on peut dire. Elle est un peu plus fragile, mais elle est rodée. Mais à chaque fois, elle n'a pas pété au même endroit. Donc, il ne faudrait pas qu'il y en ait une 4e parce que je pense que ça va partir en cacahuète. C'est clair. Dans un de vos derniers épisodes que j'ai écouté récemment, vous disiez que vous avez de plus en plus de personnes de la communauté du trail running qui sont comment dire, qui ont besoin d'informations ou qui vous sollicitent sur des informations, notamment sur la technologie. Quelle est la part de la communauté du trail running dans votre podcast et dans vos différents projets? Vous savez pas? Bah écoute, je vais te faire la même réponse qu'on t'a fait pour le podcast. C'est international. Dès que ça parle un peu de course à pied, et que tu sois trailer, que tu sois coureur route ou que tu sois coureur piste, tu peux écouter notre podcast. Non, mais plus sérieusement,
on ne saurait pas te donner un chiffre exact, mais on sent que ça grimpe parce que les retours de nos auditeurs nous disent souvent, tiens, je suis trailer, je fais ci, je fais ça, je vous écoute, c'est génial. Est-ce que tu aurais des infos là-dessus? Est-ce que tu aurais des infos sur l'alimentation, sur l'endurance en particulier, sur, ça c'est plutôt des questions pour Greg, quel est le meilleur GPS à utiliser pour faire du trail? Parce que dans le trail, tu n'as pas forcément toujours la même prise de GPS que sur la route. Et puis on a déjà fait un épisode là-dessus. Parfois, le signal est pas traité de la même manière. Donc voilà, la communauté trail commence à augmenter dans notre auditorat. Et puis surtout, on en a aussi parlé dans un épisode, on a tous les deux des velléités de se mettre aussi au trail. Et donc, va falloir que de toute façon, on aborde beaucoup plus ce sujet-là dans notre podcast. Et toi, Greg, de ton côté, effectivement, comme le disait Armano, tu souhaites basculer un petit peu, des piges, entre guillemets, sur la partie trail running? Bah écoute, tu sais, moi depuis que j'ai commencé le sport, je me suis mis principalement au triathlon, mais j'ai toujours été intéressé par tester un petit peu tout ce qui me tombait sous la main. Et donc du coup, en plus de la course à pied, du cyclisme sur route et de la natation, j'ai essayé le VTT, j'ai essayé le cyclocross, ensuite j'ai fait des crosses de course à pied en hiver. Et puis c'est vrai que le trail, ça m'a toujours intéressé. Donc du trail, en fait, en fin de compte, si on prend la définition qu'on a établie avec Hermano dans un de nos épisodes, moi j'en fais depuis longtemps, c'est-à-dire que ça arrive assez régulièrement que je sorte en montagne et puis sur un chemin de randonnée, je vais courir plutôt que marcher. Mais pour moi, j'ai jamais fait de compétition de trail et la première fois que j'ai eu un dossard en trail, c'était cette année 2020. Donc voilà, pour moi, c'était l'idée de commencer à m'aligner un petit peu sur des courses trail et puis à essayer d'être un petit peu plus spécifique et performant dans cette discipline, mais j'ai pas envie non plus d'arrêter le triathlon. Enfin voilà, c'est un petit peu, ça se chamboule un petit peu dans ma tête, mais c'est sûr que voilà, à l'avenir, j'aimerais prendre le départ de trail et puis d'aller là-dedans. Maintenant, pour moi, ça va pas être un changement fondamental parce que ce que je dis régulièrement, c'est que même les parcours de course à pied habituels que j'ai autour de chez moi, ça monte, ça descend, c'est à moitié dans la forêt, sur des chemins, sur des sentiers. Donc finalement, c'est déjà un peu de l'entraînement trail. Donc ça va pas changer grand-chose. Finalement, c'est peut-être le matériel et la longueur qui va faire la différence. Mais pas, ça va pas être fondamentalement une grosse différence philosophique dans ma pratique du sport. Ouais, j'en témoigne parce que l'année dernière, pour le dernier épisode de la saison, on s'est retrouvé justement chez Greg et c'est les coins des Alpes suisses, quoi. Ça commence à monter, à descendre, la forêt, et vraiment le terrain de trail. Alors de trail de basse montagne, mais le terrain de trail quand même. Hmm. Je crois que Greg, tu en parles, tu débriefes ton premier trail dans un des récents épisodes là, si j'ai Ouais, dit c'est pas de exact, bêtises. ouais. Un petit peu les surprises, les trucs que j'ai appris dans cette première expérience de départ de trail, et puis des choses que je pourrais améliorer pour l'avenir. C'est vrai que quand tu t'entraînes avec une paire de chaussures de trail que tu n'as pas forcément super l'habitude de mettre, puis que tu vas faire un petit footing de temps en temps, puis que sur un trail, tu es dans du dénivelé beaucoup plus important, puis qu'il y a de la descente qui tape, et puis que tu te rends compte que ta paire de chaussures n'est pas adaptée. Voilà, c'est des trucs que je commence à apprendre et puis que je vais perfectionner au fur et à mesure. Maintenant, je suis parti sur des tout petits trails, hein. C'était un 20 km, et puis je vais essayer de faire un peu mes armes là-dessus, et puis ensuite partir, pourquoi pas, sur du plus long, quoi. Ouais, j'aime bien l'approche du débutant qui partage, enfin débutant, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais qui partage son expérience pour apprendre aux autres aussi, quoi. J'ai trouvé ça chouette. Bah ouais, pour moi c'est toujours un petit peu cet esprit du podcast, c'est de pouvoir d'une part en discuter avec Hermano, parce que lui peut-être qu'il a des questions que moi je me serais même pas forcément posées, et puis de pouvoir partager un petit peu ça pour c'est peut-être un petit peu prétentieux, mais éviter à certains de nos auditeurs de faire certaines des erreurs que moi j'ai pu faire. Et toi, Hermano, de ton côté, la pratique du trail running, tu as déjà porté des dossards? Tu en as déjà fait? Alors, j'ai jamais porté de dossard, mais par contre, bon, moi, j'habite pas en Suisse, mais au Luxembourg, on a aussi un chemin, enfin, on a aussi des terrains assez escarpés, assez vallonnés, donc ça me donne un peu une idée de ce à quoi ça peut ressembler. Il y en a d'ailleurs un qui me fait de l'œil là, au début de l'hiver. Bon, cette année, comme partout, il y a plus eu aucune course, elles ont toutes sauté, tout était annulé, donc ça aurait été difficile de prendre un départ, mais ça commence à me titiller. Et puis, avec Greg, on aimerait bien peut-être un de ces quatre aller voir un ou deux trails classiques. Et puis moi, sur 2022, je me fixe un gros défi sportif, et donc forcément, je serai obligé de passer par du parcours de trail. Je reviens vers toi, Greg. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique le trail en termes de technologie? Alors la question est un peu vague, je ne sais pas si
si la question a un sens, mais qu'est-ce que le trail est de particulier en termes de technologie, notamment ce que n'a pas par exemple la course sur route ou la natation ou le vélo? Bah, écoute, moi, dans ma pratique du trail, vraiment, enfin, il y a plusieurs différences, mais la première, bah, c'est le dénivelé, hein. Un trailer aura beaucoup plus de repères de milestones, je dirais, par rapport au dénivelé. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça monte tellement sur certains parcours que tu peux plus mesurer ton allure ou tu peux plus voilà, quantifier ton effort par rapport à une vitesse ou par rapport à des repères que tu pourrais avoir sur route, et tu vas commencer à regarder des métriques qui sont spécifiques à cette activité en montagne, qui sont l'ascension que tu vas réaliser sur un certain laps de temps. Donc certaines montres t'affichent par exemple ta vitesse ascensionnelle à l'heure, par exemple, en nombre de mètres. Et ça, c'est des métriques que moi, j'avais jamais utilisées avant quand je faisais de la course sur route ou du triathlon. Donc voilà. Et puis la deuxième spécificité, c'est principalement pour l'ultra trailer, hein, c'est la durée de l'épreuve. C'est-à-dire que quand tu pars pour un marathon, tu te dis, bon, bah, je pars pour une course qui va durer pour un coureur... 2h15 ouais. Non, c'est pas ça, mince. Pour un coureur performant, ça va être 2h15. Pour un coureur moyen, ça va être entre 3 et 4 heures. Et puis pour certaines personnes qui vont aborder un marathon comme un challenge d'une fois dans leur vie, peut-être jusqu'à 5 heures. Quand tu pars sur un ultra trail, on parle de l'ultra trail du Mont Blanc ou de 100 km ou de 100 miles, tu pars pour beaucoup plus longtemps et tu aimerais que ta montre t'accompagne tout au long de ta course. Donc voilà, c'est aussi une contrainte supplémentaire, c'est l'autonomie que tu vas pouvoir avoir avec ta montre et les réglages que tu vas devoir faire dans ta montre pour qu'elle tienne cette durée-là. Aujourd'hui, vous proposez, toi notamment Greg, des tests complets sur des montres de trail en particulier? Aujourd'hui, le marché de la montre haut de gamme, multisport, en fait, bah, elle adresse aussi les trailers. Je crois pas qu'il y a de montres qui sont spécifiques au trail. La plupart des montres qu'un ultra trailer va utiliser, c'est des montres multisports qui sont destinées aux athlètes outdoor, aux triathlètes, aux gens qui font beaucoup d'activités de montagne, qui font beaucoup d'activités d'enchaînement de sport, que ce soit du duathlon, du triathlon, du swimrun. Donc voilà, on a des montres qui adressent toutes ces disciplines et puis bah, qui sont plus ou moins fortes dans une discipline en fonction de l'autre, en fonction de la marque, du modèle et puis éventuellement de certaines autres caractéristiques comme les accessoires qu'on va pouvoir leur connecter ou la possibilité qu'on aura ou pas de recharger la montre pendant qu'elle est en train d'enregistrer une activité GPS. Certains ultra-trailers aiment bien remettre un coup de charge à leur montre un petit moment dans le sac à dos au milieu de l'épreuve ou alors quand ils sont en train de prendre un petit ravitaillement ou un peu de repos à un poste de ravitaillement. Donc voilà, il y a des petites subtilités, mais aujourd'hui, il n'y a pas de montre spécifique pour le trail. On est sur des montres multisports qui adressent quasiment toutes les métriques et toutes les demandes que pourrait avoir un trailer. Hermano, j'ai vu à plusieurs reprises, j'ai entendu à plusieurs reprises dans les épisodes que tu faisais des grands yeux ou tu ouvrais des grandes oreilles quand Greg parlait de métriques un peu très pointues. Quel est ton positionnement, toi, par rapport à la technologie, notamment dans le sport? Écoute, dans notre podcast, c'est Greg, la caution technique. Moi, je C'est ça. suis le bouffon du roi. Je suis le clown. Je suis celui qui pose les questions et qui amuse l'audience. Non, mais plus sérieusement, j'aimerais pouvoir manipuler toutes les métriques qui sont disponibles, pouvoir déjà les connaître, savoir les utiliser, les manipuler, en retirer quelque chose. Mais à l'heure actuelle, je me prends pas assez de temps pour pouvoir analyser tout ça, donc je me base sur les métriques simples, sur les métriques les plus connues. Alors effectivement, Greg le dit, en trail, on change un peu de paradigme. Si j'ai l'habitude de regarder mon allure, si j'ai l'habitude de regarder ma fréquence cardiaque, si je commence à peut-être bientôt à prendre l'habitude de regarder ma puissance en course à pied, et ben ça va être des éléments qu'il va falloir que je réapprenne à utiliser ou à appréhender pour pouvoir passer sur du trail. Donc pour l'instant, je suis un grand néophyte au niveau des métriques du trail. Si ce n'est regarder le terrain et me dire bah là tu vas en chier parce que ça va monter et puis là tu vas en chier aussi parce que ça va descendre sec. Et après tu demandais quelle était la différence au niveau du matériel entre le trail et la course à pied. Et c'est un débat qu'on a eu avec Fred Busso, c'est peut-être les bâtons.
Je pense qu'il y a des gens entre elles qui sont pro bâton, il y en a qui sont complètement contre les bâtons, et puis il y a le commun des mortels, un peu comme moi, qui se dit je sais pas, on va voir, hein, on va faire un sans, puis on va en faire un avec, puis on va faire un, on va mettre les bâtons dans le sac à dos, puis on verra si besoin, on verra si ça marche. Mais dans tous les cas, il va falloir à un moment ou à un autre essayer. Et quand je dis essayer, ça veut dire essayer aussi de l'utiliser, parce que comme Fred disait, c'est pas le jour de la course que tu arrives avec une paire de bâtons que tu n'as jamais utilisé, puis que tu t'amuses à planter dans les copains, ou même que ça devient contre-productif. Je salue Fred d'ailleurs, Fred Bousseau par la même occasion. Pour en utiliser régulièrement des bâtons sur des trails notamment de moyenne distance, 50 km, un peu plus long parfois, euh, tu t'aperçois que si tu sais bien les utiliser, c'est une arme redoutable dans le sens où ça te décharge complètement les jambes. Et ça, mais comme tu disais, il faut vraiment savoir bien les utiliser, quoi. Pour autant que tu saches les utiliser, voilà, c'est ça. Et avec les Comme le métriques disait, sur les montres ou autres, c'est la même chose, hein. Ça peut être une arme redoutable pour pouvoir gagner un petit peu de temps, pour pouvoir gagner surtout au niveau de la fatigue, au niveau de la récupération, et au niveau de la programmation de l'entraînement, mais pour autant que tu saches les utiliser. Si tu as une montre haut de gamme et que tu sais juste regarder l'allure et la fréquence cardiaque, c'est pas dit que tu saches en faire quelque chose. Donc mets-la dans ton sac à dos si tu veux avoir une trace à la fin de la course, mais ne cours pas forcément avec. comme disait Fred, si tu prends tes bâtons pour les promener, ça sert à rien. C'est ça, exactement. Greg, on va revenir un petit peu de nouveau sur la technique, notamment de la montre. S'il y avait un métrique à retenir pour le trailer, ça serait lequel pour toi? Alors on va dire, pour un trailer qui veut s'entraîner sur des séances de VMA particulièrement. Écoute, pour moi, il y a plusieurs métriques qui sont intéressantes. On a déjà pas mal abordé ça. Il n'existe pas de métrique universelle qui dit tout de la course à pied, que ce soit pour le trail ou pour la course sur route. Je pense qu'il faut apprendre à utiliser plusieurs métriques parce qu'il y a des métriques qui sont différentes. On va utiliser principalement 3 métriques différentes. Des données d'allure ou de vitesse, des données de fréquence cardiaque et puis des données de puissance. Alors ces 3 données, elles sont intéressantes parce que la puissance, c'est vraiment le travail du corps, le travail biomécanique qui va fournir de l'énergie pour avancer. Donc ça, c'est vraiment la production d'énergie. Ensuite, la vitesse, ça va être la réponse dans le domaine qu'on souhaite exploiter de cette énergie qu'on va produire. C'est-à-dire que je vais produire de l'énergie, de la force avec mes jambes, et je vais avancer, et je vais pouvoir mesurer le résultat de l'application de cette force avec des données de vitesse ou d'allure. Et puis, la fréquence cardiaque, ça va être une autre mesure réactive par rapport à la puissance que je vais fournir. C'est la réponse du système cardiovasculaire par rapport à l'effort que je demande. Est-ce que l'effort que je suis en train de fournir, il est trop important pour moi ou pas? Et donc, je pense qu'en trail en particulier, c'est important de mesurer ces 3 données. Donc, on l'a dit, au bout d'un moment, dans le terrain, quand il y a beaucoup trop de montées, c'est plus possible de se baser sur l'allure. Parce que l'allure, elle ne veut plus rien dire quand on est dans des pentes pas possibles. Par contre, la fréquence cardiaque reste intéressante parce qu'on peut savoir où on en est par rapport à ces zones de fréquence cardiaque et si on est en train de se griller au 30e kilomètre d'un trail qui en fait 160. Et puis, la puissance est un petit peu biaisée en trail parce qu'actuellement, la puissance en course à pied, eh bien, elle prend mal en compte les différences de terrain et puis les gros changements d'altitude. Même si des changements d'altitude moyens sont toujours bien pris en compte par certains capteurs, d'autres ont un peu plus de peine. Mais voilà, c'est ces 3 métriques qu'il faut savoir utiliser et puis savoir s'entraîner correctement pour pouvoir tirer la meilleure performance et le meilleur bénéfice de son entraînement. Donc je pense que c'est intéressant. Mais la puissance en course à pied est vraiment en train de devenir une donnée de plus en plus utilisée, de plus en plus fiable, et puis qui, à mon avis, va révolutionner au cours des années à venir l'entraînement. Alors d'abord des triathlètes, parce qu'ils avaient déjà l'expérience de la puissance sur le vélo, donc c'était facile de transposer ça à la course à pied. Maintenant, certains entraîneurs de course à pied commencent à vraiment intégrer cette donnée. Et puis je pense que le dernier bénéficiaire de ça, parce qu'il faut que la technologie évolue encore un petit peu, ce seront les trailers, mais qui vont aussi trouver un grand avantage quand ils font des séances en côte et puis des répétitions en VMA, parce que c'est aussi important d'avoir de la vitesse en trail si on veut aller vite et gagner. Et je pense que là, la puissance peut être aussi un outil très intéressant pour la progression. Ouais. Question peut-être idiote, mais comment est calculée la puissance en course à pied Alors en fait, par la montre?
la puissance, elle peut être mesurée par différents paramètres. En général, on place des capteurs à différents endroits du corps. Donc, certains capteurs se placent sur la chaussure, d'autres se placent, sont intégrés dans la ceinture de mesure de fréquence cardiaque. Et puis, vont mesurer plusieurs paramètres. Donc, le déplacement horizontal, le déplacement vertical, le déplacement latéral. Et puis, faire des calculs savants avec le poids du corps, la taille de l'athlète, et puis fournir des données de puissance qui sont corrélées bien évidemment avec la vitesse mesurée, soit par le GPS, soit par des technologies qui sont plus précises, et puis par rapport au dénivelé, évidemment que c'est important de prendre en compte aussi le dénivelé. Actuellement, il y a même des capteurs, notamment le capteur Stride, qui permettent de prendre en compte la force du vent à laquelle on fait face, et tout ça, ça augmente la précision de la mesure. Donc comme je l'ai dit, pour l'instant, il n'existe pas de moyen de mesurer exactement la nature du sol. Qui a déjà couru dans du sable sur la plage ou alors dans de la neige sait que c'est plus difficile de courir à la même allure dans du sable que sur une belle route asphaltée, et cette différence-là, elle est encore mal prise en compte par les capteurs de puissance, mais qui sait, peut-être que dans un certain nombre d'années, on aura des capteurs qui seront aussi capables de prendre ça en compte, et puis pour les trailers, ça pourra devenir très intéressant. C'est parfait. Alors si vous aimez tout ce genre de sujet tech, allez sur le site de Nakan et écoutez absolument le podcast Nakan. Hermano, on va changer un petit peu de sujet. Comment tu vois l'avenir du podcast Nakan et de votre projet? Bah écoute, je le vois continuer très 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 longtemps parce que je pense que la jarre des sujets est inépuisable et il y a beaucoup de sujets à traiter. On a, comme on le disait, de plus en plus d'auditeurs qui reviennent vers nous, qui nous posent des questions, qui nous donnent des idées de sujets, et donc ça aussi, ça nous permet d'envisager l'avenir. Et puis, comment on le voit, écoute, toujours comme on le fait là, c'est-à-dire un épisode tous les 15 jours au minimum, avec un schéma de 1 sur 2 où Greg et moi avons une discussion face à face, où on essaie de transmettre quelque chose à nos auditeurs, et puis l'autre épisode du mois où on reçoit un ou des invités, et éventuellement, comme on a fait en ce début d'année jusqu'à la crise du Covid, une série de hors-série. Cette année, on en avait commencé un avec Greg qui préparait son Ironman, donc ça faisait finalement un épisode par semaine dans les oreilles de nos auditeurs chéris. On a d'autres idées en tête, et notamment, je m'avance peut-être un peu, mais moi j'aimerais beaucoup faire un hors-série sur le dopage dans le sport. Donc voilà comment on envisage l'avenir. Une saison régulière avec un épisode une semaine sur 2, et des hors-séries qui viennent s'intercaler une fois ou deux dans l'année, à définir suivant la période, suivant la saison des entraînements, suivant les objectifs sportifs, suivant les objectifs professionnels et familiaux. Très bien. Greg, de ton côté, comment tu vois vos projets, notamment ton projet blog? Le blog, pour l'instant, moi, j'inscris toutes les choses dans la continuité, c'est-à-dire que je continue à tester tout ce qui arrive sur le marché. Je vais pas faire de changements radicaux dans les prochains mois. Bien sûr que j'essaye de faire des tests qui sont toujours pertinents pour les gens. Je prends en compte l'avis des lecteurs par rapport à ce qu'ils aimeraient voir plus testé, peut-être des sections qui les intéressent moins. Peut-être que si je pratique plus le trail en compétition, c'est peut-être aussi un petit tournant, c'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être plus de caractéristiques trail des montres qui, pour l'instant, c'est vrai que dans mes tests, c'est vraiment très axé pour une utilisation triathlon. Donc voilà, pour l'instant, pas de gros changements. J'essaye d'améliorer continuellement, petit à petit, les différents aspects du site, mais voilà, pas de changement majeur à venir. Et puis dans le podcast, moi je m'intéresse de plus en plus à ce qui est pas forcément technique et aux discussions par rapport à la technologie, mais par rapport à l'entraînement sportif, par rapport à la physiologie, par rapport à ce genre de choses aussi. Et puis, c'est probablement là-dedans qu'on va trouver des sujets, notamment pour notre saison 3 qui démarrera mi-janvier, je pense, de l'année 2021. Alors si je peux me permettre, moi je collabore énormément avec Pascal Balducci, qui est un entraîneur très reconnu dans le monde du trail, que je salue de nouveau, qui m'a été recommandé par Fred Bousseau notamment. Donc si je peux me permettre de vous donner un conseil sur ces sujets-là, il est parfait. Voilà. Très bien. On note. Écoute, voilà, c'est noté. Tu pourras nous mettre en relation. Très volontiers. C'est vraiment la période de l'année avec Hermano où on est en pleine discussion de brainstorming par rapport à cette saison 3, de quel sujet on va parler, qui on va inviter, qu'est-ce qu'on va faire, quand.
Il y a aussi un petit peu d'incertitude par rapport à l'année 2021. L'année 2020 a été pourrie. L'année 2021 va commencer pourrie. On espère qu'elle va aller de mieux en mieux. Et voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, qu'est-ce qu'on ne pourra pas faire. Ça impacte aussi un petit peu notre vision de la première partie de la 3e saison du podcast. Mais on n'est pas empêché encore, même par les confinements, même par l'annulation des preuves sportives, on n'est pas empêché de parler de certains sujets. Donc voilà, on va essayer de coller un peu à l'actualité, mais pas trop. Donc, pour partager un truc avec toi, l'année dernière, après notre dernier épisode, pour finir la saison 1, on avait fait tout un joli planning éditorial. On avait quasiment booké tous les épisodes jusqu'à la fin de l'année 2020. La seule chose qu'on a respecté, c'était le hors-série Ironman. Tout le reste, c'est complètement parti en vrille parce que l'actualité a fait qu'il n'y avait plus les courses, il n'y avait plus les mêmes sujets qu'on voulait aborder, il n'y avait plus les mêmes invités qui étaient dispo. On s'est dit que finalement, peut-être la préparation mentale ou peut-être la préparation physique vue d'un autre angle, ça pourrait être intéressant. Donc, on travaille on réfléchit au sujet qu'on va aborder dans la saison 3, mais je pense que l'enseignement qu'on peut tirer de cette saison 2, c'est que finalement, on va peut-être pas trop en écrire non plus parce que ça risque de changer un petit peu. Oui, bien sûr, on est aussi très flexible. C'est clair. Pour un sujet un petit peu plus large, je reçois énormément de messages de ma communauté et des gens qui sont autour de moi là, pour me dire qu'en cette période un peu compliquée du coronavirus notamment, on est, nous les podcasteurs, un énorme soutien. Vous avez ce genre de retour aussi de votre côté ? Ouais, moi j'en ai vu passer, ouais. Et puis aussi, on a parlé pas mal de motivation, on a parlé aussi de sujets qui sont directement liés à ça, avec Hermano, avec des invités, notamment sur comment reprendre l'entraînement après le premier lockdown, comment continuer à rester motivé malgré le fait qu'il n'y a plus de compétition. On en a beaucoup parlé dans le hors-série Ironman qui malheureusement a tourné au fiasco à cause de l'annulation de la course pour laquelle on se préparait, mais du coup on a pu aborder tous ces sujets avec nos invités. Donc du coup, je pense que d'une part on nous le demandait, mais aussi nous on arrive avec ces sujets naturellement parce qu'on le vit en tant que sportif aussi, quoi. Très bien. On arrive tranquillement à la fin de notre conversation. Est-ce que vous souhaitez évoquer un sujet dont on n'aurait pas parlé ? Je pense qu'on a bien fait le tour là. La chose qu'on peut faire peut-être, Greg, tu peux redonner l'adresse du site pour aller retrouver toutes les notes des épisodes du podcast de Nakan. Oui, ils trouvent toutes les informations sur podcast.nakan.ch et puis là, ils retrouvent tous les épisodes qu'on a enregistrés depuis qu'on se connaît, Hermano, puis qu'on enregistre des épisodes de podcast ensemble. C'est ça. Top. Merci à vous deux énormément les gars, c'était un chouette moment de partage et puis la communauté des podcasteurs est dans la majeure partie du temps très solidaire, donc ça c'est chouette. Merci à toi pour l'invitation Nico et puis on te met sur notre liste aussi pour les prochains épisodes sur le trail et tu vois on va peut-être faire un hors-série trail dans la saison 3 mais on s'avance pas trop par rapport à ce qu'on vient de te dire, ça va peut-être partir en vrille. C'est ça, c'est clair. Ouais. C'est un sujet qui va devenir récurrent dans notre podcast. On va parler de trail. Alors, on ne sait pas exactement encore de quoi on va parler en 2021 par rapport au trail, mais on va en parler, ça c'est sûr. Et donc, du coup, forcément, on trouvera un épisode dans lequel tu pourras venir partager ta propre expérience avec nous. Ma courte expérience. Donc, pour les auditeurs du LTP, n'hésitez pas à aller écouter le podcast de Nakan et dans les vestiaires. Merci énormément à tous les deux et puis à très bientôt. Merci, ciao. Merci, à bientôt. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de notre invité et je le remercie de nouveau de s'être rendu disponible pour un épisode du LTP. Si vous souhaitez rejoindre la communauté du LTP, rien de plus simple, rendez-vous sur Instagram à Let's Try le podcast, sur Facebook à Let's Try, sur YouTube à Let's Try, ou alors je vous laisse taper Let's Try le podcast sur les moteurs de recherche et vous tomberez sur mon site internet. Vous avez également la possibilité de vous inscrire à la newsletter que j'envoie tous les mois, newsletter sur laquelle il y a les news du LTP, les invités à venir et tout un tas d'autres sujets. Vous trouverez le lien d'inscription sur les différents moyens de communication. Et comme vous le savez, le Let's Try podcast est un projet 100% bénévole. Donc si le cœur vous en dit, et pour soutenir le projet, n'hésitez pas à aller sur la plateforme Patreon/Let's Try le podcast. Patreon, Patreon.
J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Ride Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous avez tort. Salut!